Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Une année jour pour jour après son lancement par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en septembre 2018, la troisième phase de l'INDH est reconduite sous une approche novatrice. Pour le comité de pilotage, l'heure est au bilan. La question était au centre des échanges ce matin à Skhairat. Et nous irons à la capitale économique ivoirienne, Abidjan, où démarrent les travaux d'aménagement du carrefour de l'Indénié, une importante composante du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody, un chantier d'envergure porté par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le président ivoirien Alassane Ouattara. Bain de jouvence pour la Médelsa Mérénide et la nécropole de Challa. Deux joyaux architecturaux où des travaux de restauration ont démarré aujourd'hui. Il est question de les mettre en valeur tout en capitalisant sur leurs atouts traditionnels. Nous suivrons un reportage en fin de journal. Phase 3 de l'INDH, la petite enfance à l'ordre du jour lors de la réunion du comité de pilotage de l'INDH qui s'est tenue ce matin à Skhairat. Cette rencontre a rassemblé des centaines d'intervenants représentant différents départements ministériels et organismes publics. À l'ordre du jour, le bilan de la phase 3 de l'INDH, une étape axée autour de la petite enfance. Abdelali Ayed et Mariam El-Messi pour le commentaire. Une année, jour pour jour, après son lancement par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en septembre 2018, la troisième phase de l'INDH est reconduite sous une approche renouvelée. Le capital humain y occupe désormais une place de premier plan, un repositionnement qui fait la part belle aux générations montantes à travers notamment la mise en œuvre de programmes dédiés à la petite enfance et à l'intégration économique des jeunes. Ce comité est constitué de tous les départements ministériels concernés par le développement humain. Il a examiné d'abord, il s'est assuré d'abord de la convergence des différents programmes, mais aussi il a examiné le bilan d'une année. Érigée au rang des priorités nationales, la petite enfance est désormais appelée à se placer au cœur des stratégies et politiques publiques. Un défi de taille comptant relever cette phase 3, profitant de l'adhésion de secteurs phares, en particulier l'éducation et la santé. Le ministère a lancé l'année précédente un programme national de généralisation d'un préscolaire de qualité. Et nous avons pu constater à l'occasion de la présentation du bilan d'étape devant Sa Majesté la semaine dernière que les indicateurs de réalisation sont sont très optimistes et très importants dans la mesure où on a pu scolariser plus de 100 000 enfants sur l'année précédente et nous comptons préscolariser également 120 000 à partir de cette année-là. Cette troisième phase de l'INDH va se focaliser sur le développement humain des générations futures, des générations montantes, en partant de la conception jusqu'à les premières années, jusqu'à la petite enfance, en passant bien sûr par la grossesse, le suivi de la grossesse, le postpartum, et cela aura un impact sur bien sûr la santé de la mère, de l'enfant, sur la réduction de la mortalité infanto-juvénile, sur la réduction du déficit en croissance chez les enfants, sur le dépistage d'un certain nombre de maladies congénitales qui va permettre une meilleure croissance de l'enfant, une meilleure scolarisation et également une meilleure insertion dans la société. Enseignement préscolaire, santé et nutrition de la mère et de l'enfant, deux domaines d'action identifiés au moment de l'élaboration des programmes de cette troisième phase. Ils viendront conforter les efforts jusqu'alors entrepris sur le terrain. 10 000 unités préscolaires ont été créées et 5 000 unités existantes ont profité d'une mise à niveau. Les avancées réalisées en termes de santé ne sont pas en reste. La mortalité maternelle a baissé de près de 50% entre 2003 et 2010 et de 35% entre 2010 et 2016. Des indicateurs édifiants qui tracent la voie vers un développement efficient du capital humain et favorisent son intégration dans la sphère productive.
Direction la capitale économique ivoirienne, Abidjan, où démarrent les travaux d'aménagement du carrefour de l'Indénié, une importante composante du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody. Un chantier d'envergure porté par Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président ivoirien Alassane Ouattara. Le grand projet a déjà connu la concrétisation de plusieurs de ses composantes. Le reportage est signé Boujma Al-Hfaoui et Atman Tazi sur un commentaire de Mohamed Elchkar. La baie de Cocody au cœur d'Abidjan. Sur l'une des deux rives, le quartier des affaires dit le plateau. Sur l'autre, les communes les plus peuplées d'Abidjan. L'axe routier reliant ces deux rives via des ponts qui enjambent la baie de Cocody passe obligatoirement par un goulot d'étranglement, le carrefour de l'Indénié. Interminable bouchon que complique davantage la moindre averse orageuse suivie toujours d'inondations. Avec ce lancement de ce projet-là, je pense qu'ils vont désengorger tous ces voies. Le projet consiste notamment en la construction d'un canal à ciel ouvert de 49 mètres de largeur sur 200 mètres de longueur pour l'évacuation des eaux de pluie, ainsi que la construction de plusieurs ouvrages, dont un pont et d'une nouvelle voie bitumée et latérale. Dans quelques mois, ce qui a été un enfer pour beaucoup d'Ivoiriens pendant des générations sera derrière nous et vous allez voir qu'il y aura plus de fluidité et plus de circulation, il y aura plus d'inondations. Ça va être des avancées concrètes pour le pays. De nouveaux ouvrages à fort impact qui s'intègrent dans le projet d'envergure en cours de concrétisation pour la dépollution et la valorisation de la baie de Cocody. Projet piloté par la société marocaine Marchikamed sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et c'est l'occasion pour nous de saluer la vision partagée avec Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui a la vision de cette coopération sud-sud. Et aujourd'hui, nous sommes au cœur d'un fleuron de la coopération de la Côte d'Ivoire et le Maroc. Aujourd'hui, la baie de Cocody, autrefois nauséabonde, est presque complètement dépolluée. Une marina y a été aménagée et les marécages d'il y a à peine quelques années font place à de véritables plateformes pour les futures infrastructures hôtelières et autres. Cet endroit qui était une grande nuisance pour la capitale, Abidjan, déjà commence à devenir une zone de plaisance. Vous voyez la marina qui est terminée et surtout des plateformes dont celle-ci ont été lancées le projet aujourd'hui et surtout celle qui est en face qui abritera le grand village de la baie de Cocody où il y aura des hôtels, des malls, des restaurants, de l'animation et aussi des grands événements. Travailler entre Africains, c'est primordial. C'est vraiment primordial. Et c'est bien ce qui fait le roi du Maroc pour la Côte d'Ivoire. C'est très bien. Le lancement des travaux d'aménagement de l'échangeur du carrefour de l'Indénié a fait l'objet d'une grande cérémonie en début de semaine. En Tunisie, les deux prétendants à la présidence communiquent sur leur programme respectif. Le juriste Kais Saïed promet d'en finir avec le marasme économique et la corruption. Il écarte l'idée de toute alliance avec les autres partis pour redessiner le paysage politique du pays. De son côté, incarcéré, l'homme d'affaires controversé Nabil Karoui appelle les Tunisiens à voter massivement lors du second tour pour consacrer les valeurs de la démocratie dans un pays où le paysage politique est éclaté. Le paysage politique est encore plus effrité en Espagne. L'Espagne où les électeurs devront retourner aux urnes le 10 novembre pour de nouvelles élections anticipées puisque le socialiste Pedro Sanchez a fini par jeter l'éponge. Il a échoué à rassembler la majorité absolue. Un revers de plus dans une carrière politique en forme de montagne russe. Il a échoué ses négociations avec la gauche radicale de Podemos. La mésentente s'est aggravée avec le refus catégorique de la droite de le laisser gouverner en minorité. Les législatives en Israël, cette fois-ci, les résultats sont tombés et les partis Likoud et Bleu Blanc se retrouvent à égalité, présidés respectivement par le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son rival Benny Gantz. Les deux formations étaient déjà en tête de liste des sondages. La liste des partis arabes a obtenu pour sa part 12 sièges. Elle pourrait s'imposer comme la troisième force politique à la Knesset, suivie par le parti Israël Benito de l'ex-ministre Avigdor Lieberman.
Du nouveau concernant l'épineux dossier du Brexit, sous les applaudissements de l'hémicycle, les députés européens ont voté aujourd'hui à une très large majorité un texte acceptant le report de l'entrée en vigueur du Brexit. Le texte est en revanche soumis à des conditions. Les députés exigent, je cite, des raisons et des objectifs valables pour éviter, je cite encore une fois, un divorce brutal du Royaume-Uni avec l'Union européenne. À présent, ce drame au Libéria, 26 élèves et 2 enseignants ont péri dans un incendie dont l'origine reste encore indéterminée. Il s'est déclaré dans la nuit dans une école coranique pas loin de la capitale du Libéria, Monrovia. Les victimes dormaient pendant le tragique incendie. Une enquête a été ouverte pour en déterminer les causes. Retour à l'actualité nationale, l'attractivité du royaume et sa capacité de drainer de gros investissements ne cessent de se confirmer. L'écosystème automobile s'étoffe effectivement avec l'inauguration de la 2e usine Proma à Kenitra. Le groupe italien a été implanté en 6 mois au Maroc. Il s'agit d'un temps record selon le ministre de tutelle Ahmed Alaoui, Fouad El-Haraj et Mariam El-Missi pour le commentaire. Kenitra confirme sa position de hub national en industrie automobile. 2e ville après Casablanca a abrité une usine Proma. La cité traduit l'attractivité de la région et sa capacité à drainer des investissements internationaux. C'est un projet stratégique parce qu'il contribue au taux d'intégration au Maroc, extrêmement technologique comme vous avez pu le visiter. C'est une usine qui monte en compétences fortement. Nous travaillons pour faire en sorte que cette usine se remplisse avec des commandes provenant à la fois de PSA mais de Renault aussi. Cela fait 3 décennies que notre groupe est implanté au Maroc. La construction de cette usine étoffera notre activité dans la région. Nous croyons aux opportunités d'investissement et aux avantages compétitifs qu'offre le Royaume, son bon climat d'affaires, sa stabilité, la qualité de sa main-d'œuvre ainsi que sa dynamique de croissance. Construit sur une superficie totale d'environ 28 000 mètres carrés, ce site est doté d'installations à la pointe de la technologie. Tous les équipements nécessaires y ont été mis en place en vue de satisfaire de manière adéquate les exigences de qualité demandées par le marché mondial. Le coût d'investissement relatif à cette 2e usine au niveau national est de 320 millions de dirhams. L'usine permettra la création d'un chiffre d'affaires annuel de 250 millions de dirhams à l'export et de 121 postes d'emploi directs. L'une des premières entreprises à opérer dans le secteur automobile au Maroc, Proma dispose déjà d'une usine Promaghreb située sur le parc industriel de Renault Somaka à Casablanca. Cette usine réalise l'assemblage et la livraison des sièges en just-in-time pour toute la production des voitures fabriquées par Somaka. De l'économie toujours, vous êtes un jeune entrepreneur, vous opérez dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication et vous souhaitez avoir le précieux label Jeune Entreprise Innovante. Eh bien, sachez que le portail web Startup Hub est désormais opérationnel. Il vous facilitera toutes les démarches administratives afin d'obtenir les cartes de paiement internationales instruites par l'Office d'échange. Les détails tout de suite avec Selwa Qarib El-Aziz, elle est présidente de la Fédération des technologies de l'information et de l'offshoring. On l'écoute. Cette convention porte sur la création de la plateforme autorisant les start-up marocaines à acquérir des services étrangers à hauteur de 500 000 dirhams par an. C'est un projet, nous sommes heureux que ce projet ait abouti. C'est une première étape d'un projet important d'encadrement et d'accompagnement des start-up au Maroc. Mais cette étape-là, déjà, ça va permettre aux start-up d'innover, de continuer justement à innover pour pouvoir faire partie d'innovation mondiale qui peut servir pour le Maroc et pour l'étranger.
Nous vous parlions tout à l'heure des bonnes performances affichées par le secteur de l'automobile. Eh bien, focus à présent sur une autre formule gagnante. Je vous parle du tourisme qui se porte bien, voire très bien. Plus de 7 millions de touristes ont visité le Maroc à fin juillet 2019, soit une progression de 8,2% par rapport à la même période de l'année dernière. Tous les principaux marchés émetteurs ont affiché des hausses importantes au cours de cette période, notamment l'Italie, la France, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande et le Royaume-Uni. Des précisions tout juste données par l'Observatoire national du tourisme. Rabat est justement parmi les villes marocaines qui séduisent des touristes d'ici et d'ailleurs. Une ville qui ne cesse de se moderniser tout en préservant son cachet architectural très authentique. D'ailleurs, le programme Rabat Ville Lumière et capitale marocaine de la culture s'attelle désormais à la Médersa Mérénide et la nécropole de Challa. De joyaux architecturaux ou des travaux de restauration ont démarré aujourd'hui. Hassan Tabahi, Amin Sharkawi et Omeima Ramli. Cure de jouvence pour Challa. Cette nécropole, qui trône sur les hauteurs de Bourgreg, est aujourd'hui en réhabilitation. Avec l'Amdrassa Mérénide qu'elle abrite, Challa est l'un des monuments séculaires les plus importants de la ville lumière. Réhabiliter et mettre en valeur l'Amdrassa de cette ancienne agglomération, c'est le but des travaux de conservation lancés ce mercredi à Rabat. C'est un projet qui vise donc à consolider et restaurer la Médersa Mérénide, laquelle Médersa a été longtemps délaissée aux Alia. Maintenant, elle va être donc réhabilitée, restaurée, réhabilitée, pour que le visiteur, d'une manière générale, puisse donc identifier les différents éléments architectoniques de la Médersa. Des aménagements qui visent à restaurer, en particulier les composants historiques et les formes architecturales islamiques de l'Amdrassa, tout en protégeant les éléments décoratifs existants. C'est une valeur ajoutée aussi au site qui va montrer un petit peu la partie un peu islamique du site. Le Challa était plus ou moins connu par aussi le site antique. Maintenant, cette partie sera donc mise en valeur grâce à cette intervention. Un projet de conservation dont bénéficiera aussi la nécropole de Challa. Le projet porte notamment sur la restauration des murs de la nécropole, de la mosquée et du minaret, en plus du Dari Habil Hassan. Ces grands travaux visent dans un premier temps la réhabilitation des monuments historiques et dans un second temps de les faire connaître pour contribuer au développement économique de notre patrimoine. Le projet de réhabilitation s'inscrit dans le cadre du programme Rabat, Ville Lumière, capitale marocaine de la culture, lancé par Sa Majesté en 2014 et qui vise à préserver la dimension culturelle de la capitale du royaume. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous avez rendez-vous avec Myriam Laoufie pour Araïsia. Quant à moi, je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.